Les gens te jugent avant même que tu aies fini une phrase. Non pas pour ce que tu dis, mais pour la façon dont tu le dis. Ta voix, ton calme, tes pauses en disent plus que tes mots. Et c'est là le problème. Beaucoup parlent pour être entendus, peu parlent pour être compris. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de parler beaucoup, mais de parler avec intention. Communiquer à partir de la présence, pas du besoin d'impressionner. La plupart des conversations aujourd'hui sont des batailles d'ego. Tout le monde veut avoir raison, personne ne veut comprendre. Mais celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa voix. Et celui qui maîtrise sa voix maîtrise l'ambiance. Le stoïcisme l'a enseigné il y a des siècles. Ne cherche pas à avoir le dernier mot, cherche à avoir le mot juste. Parler avec pouvoir n'est pas s'imposer, c'est avoir le contrôle. C'est choisir quand parler et quand laisser le silence parler pour toi. Une personne authentique n'a pas besoin de remplir les espaces avec du bruit. Chaque mot qui sort de sa bouche a du poids, parce qu'il provient de la clarté, pas de l'anxiété. Sa présence communique plus que ses phrases. Son calme impose le respect sans effort. C'est la différence entre celui qui cherche l'attention et celui qui projette l'autorité. Dans cette vidéo, tu découvriras comment transformer la façon dont les gens te perçoivent et se connectent à toi. Tu apprendras que écouter avec intention vaut plus que répondre rapidement, que dire « je ne sais pas » avec sérénité inspire plus de confiance que de prétendre tout savoir, et qu'un silence bien utilisé peut être ton arme la plus puissante. La communication stoïcienne ne cherche pas à impressionner, elle cherche à se connecter à partir de la vérité. Et quand tu parles à partir de ta vérité, le monde écoute différemment. 1. Écoute avec intention. Écouter, c'est comme accorder un instrument. Si tu entends seulement le bruit, tu ne distingues pas la mélodie. Mais lorsque tu prêtes vraiment attention, chaque mot révèle une note, chaque silence, un rythme. Dans un monde où tout le monde parle pour être compris, peu écoutent pour comprendre. La plupart attendent leur tour pour répondre, pas pour se connecter. Mais si tu veux transformer la façon dont les gens te perçoivent, apprends à écouter avec intention. Car le silence attentif peut avoir plus de pouvoir que le discours le plus éloquent. Écouter avec intention ne signifie pas rester silencieux pendant que l'autre parle. C'est être présent avec tout ton corps et ton esprit. C'est regarder sans juger, c'est laisser l'autre se sentir vu, pas évalué. Les gens se souviennent de comment tu les as fait se sentir, pas de combien tu as bien parlé. Un stoïcien n'interrompt pas, n'assume pas, ne réagit pas rapidement. Il observe, il laisse les mots de l'autre atteindre son esprit, passer par son filtre intérieur, et seulement alors il répond, si nécessaire. Parce que toutes les conversations n'ont pas besoin de réponse, certaines demandent simplement à être comprises. Quand tu écoutes avec intention, tu deviens différent. Tu ne fais pas de compétition, tu n'essaies pas d'impressionner, tu ne remplis pas les vides avec du bruit. Tu laisses l'énergie du moment couler sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Cela transmet de la confiance. La personne qui peut rester silencieuse pendant que l'autre se défoule, sans perdre son calme, démontre une maîtrise intérieure. Ce calme est magnétique. Il désarme les égos et crée de la confiance. Les gens font confiance à celui qui les écoute, pas à celui qui les interrompt. Les grands philosophes le savaient. Marc Aurèle disait qu'apprendre à écouter, c'est apprendre à vivre, car la sagesse entre par les oreilles avant la bouche. Écouter avec intention signifie aussi ne pas prendre les paroles des autres comme des vérités absolues. Tu apprends à filtrer. Tu prends ce qui te nourrit, tu écartes ce qui ne le fait pas. Un sage n'absorbe pas tout, il sélectionne ce qui en vaut la peine. Et cette sélection nécessite de l'attention, pas de la réaction. Quand quelqu'un te parle, ne regarde pas ton téléphone, ne pense pas à ce que tu vas répondre, ne cherche pas la phrase parfaite pour paraître intelligent. Écoute simplement, écoute avec les yeux, avec les gestes, avec la présence. Pose des questions avec une véritable curiosité. Pourquoi penses-tu cela ? Comment te sentais-tu ? Parce que lorsque tu poses de vraies questions, l'autre personne se sent valorisée. Et quand quelqu'un se sent valorisé, il s'ouvre. Et quand il s'ouvre, il fait confiance. Et quand il fait confiance, il écoute en retour.
L'intention derrière l'écoute crée un cercle invisible de respect. Il ne s'agit pas d'écouter par politesse, mais d'écouter parce que tu tiens à comprendre, pas à gagner. Cela change tout. Parce que dans un monde où tout le monde parle, celui qui écoute se démarque. Et il ne se démarque pas parce qu'il veut le faire, mais par son calme, par son focus, par sa façon de ne pas avoir besoin d'être le centre d'attention. Apprendre à écouter avec intention est une pratique stoïcienne, une forme de discipline mentale. Elle t'apprend à arrêter ton impulsion de réagir, à observer avant de répondre, à ne pas prendre les choses comme des attaques, mais comme de l'information. Et quand tu fais ça, tu n'améliores pas seulement tes conversations, tu améliores ta vie. Parce que tu comprends que derrière chaque mot, il y a une émotion. Derrière chaque silence, une histoire. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te parle, ne cherche pas à briller. Écoute, n'interromps pas, ne pense pas à corriger. Sois juste là, présent, avec l'esprit tranquille et le cœur ouvert. Cette simple action, qui semble si petite, peut changer la façon dont les gens te perçoivent pour toujours. Parce qu'écouter avec intention est plus qu'une compétence, c'est une forme de respect. Et le respect, lorsqu'il est ressenti, transforme la communication en quelque chose de puissant, d'authentique et de profondément humain. 2. Dis « je ne sais pas » calmement. L'ego parle en premier, la sagesse attend. Dans une société qui idolâtre avoir des réponses, dire « je ne sais pas » est presque un acte de rébellion. Mais cette phrase, si simple, a un pouvoir immense. Elle ne t'affaiblit pas, elle t'humanise. Elle ne te retire pas d'autorité, elle la multiplie. Car le véritable sage n'a pas peur d'admettre son ignorance. Il a peur de feindre ce qu'il n'est pas. Et bien que beaucoup ne le voient pas, cette tranquillité avec laquelle tu reconnais une limite génère plus de respect que n'importe quel discours plein de certitudes vides. Nous vivons à une époque où tout le monde a une opinion sur tout, où se taire semble synonyme d'ignorance. Mais l'ignorance n'est pas dans le fait de ne pas savoir, elle est dans le fait de parler sans fondement. Dire « je ne sais pas » avec sérénité démontre une maîtrise de soi, car ta valeur ne dépend pas d'avoir toujours raison. Les gens qui se sentent sûrs d'eux n'ont pas besoin de prétendre à l'omniscience, car ils comprennent que la connaissance est infinie et l'arrogance limitée. Cette différence est ce qui sépare les sages des bruyants. Quand tu reconnais que tu ne sais pas quelque chose, tu ne montres pas de faiblesse, tu montres de la clarté. L'admettre te libère du poids de la feinte. C'est un signe d'autoconscience, et l'autoconscience est l'une des vertus les plus puissantes qui existent. Les gens perçoivent quand quelqu'un parle de l'ego et quand il parle de la vérité. Et bien que l'ego impressionne pour un moment, la vérité connecte pour toujours. Dire « je ne sais pas » est une pratique stoïcienne, car elle implique d'accepter ce qui est hors de ton contrôle. Tu ne peux pas tout savoir, tu ne peux pas tout comprendre, et prétendre le contraire ne fait que t'éloigner de la tranquillité. Épictète le résumait parfaitement. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons sur elles. Si tu ne sais pas quelque chose, tu n'as pas besoin d'avoir une opinion. Tu peux observer, apprendre et ensuite décider. Cette pause est le signe d'un esprit mature. La tranquillité avec laquelle tu prononces un « je ne sais pas » transmet une sécurité émotionnelle. Car seul celui qui n'a pas peur de paraître ignorant peut inspirer une véritable confiance. Les gens font plus confiance à celui qui est honnête qu'à celui qui prétend tout savoir. L'humilité, bien utilisée, impose le respect. Quand quelqu'un te pose une question et que tu réponds calmement « je ne sais pas, mais je peux le découvrir », ce que tu dis vraiment est « je n'ai pas besoin de feindre pour valoir ». Cette énergie se ressent. Le monde est plein de voix qui parlent pour combler le vide, mais le silence de celui qui admet son ignorance a plus de force que 1000 opinions sans substance. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. La honte est dans le refus d'apprendre. Quand tu admets que tu ne sais pas, tu fais de la place pour apprendre quelque chose de nouveau. Tu deviens plus accessible, plus authentique, plus humain. Dire « je ne sais pas » te protège aussi. Il te sauve d'entrer dans des discussions absurdes, de défendre des idées que tu ne comprends pas, de perdre du temps à prétendre. Il t'apprend à écouter plus et à parler moins,
Et quand tu parles, tes mots ont plus de poids parce qu'ils viennent de la réflexion, pas du besoin d'impressionner. Chaque fois que la vie te met dans une situation où tu n'as pas de réponse, respire, regarde-le dans les yeux et dis calmement « Je ne sais pas ». Non pas comme une reddition, mais comme une preuve d'intelligence émotionnelle. Celui qui reconnaît sa limite ne se rétrécit pas, il se renforce. Et cette force silencieuse est ce qui fait que les autres te voient avec respect. Parce qu'au final, celui qui sait tout n'apprend rien. Mais celui qui admet ne pas savoir grandit chaque jour. Le stoïcien ne cherche pas à avoir toutes les réponses. Il cherche à avoir la bonne attitude face à l'inconnu. Et cette attitude, celle d'accepter avec sérénité ce qu'il ne comprend pas encore, est ce qui transforme un simple « je ne sais pas » en une déclaration de pouvoir. 3. Reconnaître avant de conseiller. Les mots sont comme des médicaments. Ils peuvent guérir ou ils peuvent blesser. Mais avant d'offrir un remède, tu dois comprendre la blessure. Beaucoup parlent pour réparer, peu écoutent pour comprendre. C'est la différence entre celui qui conseille depuis son ego et celui qui accompagne depuis l'empathie. Dans le monde actuel, la plupart des gens ne cherchent pas de l'aide. Ils cherchent à se sentir compris. Et quand tu apprends à reconnaître la douleur de l'autre avant d'essayer de la résoudre, ta communication cesse d'être du bruit et devient une connexion. Conseiller sans reconnaître, c'est comme prescrire sans diagnostic. C'est parler depuis la hâte, pas depuis la présence. Les gens n'ont pas toujours besoin d'une solution. Souvent, ils ont juste besoin que quelqu'un les écoute sans juger. Avant de dire « tu devrais faire ça », dis « je comprends comment tu te sens ». Cette petite différence transforme complètement l'énergie d'une conversation. La première phrase impose, la seconde embrasse. Et dans la communication stoïcienne, comprendre vient avant de corriger. Reconnaître ce que l'autre ressent nécessite de l'humilité. Cela nécessite de lâcher le désir d'avoir raison et d'ouvrir un espace pour la compréhension. Tu ne peux pas voir clairement si tu es concentré sur la victoire. Le stoïcien ne cherche pas à démontrer sa sagesse, il cherche à appliquer sa sagesse dans ses relations avec les autres. Reconnaître n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. C'est comprendre que chaque personne voit le monde à travers sa propre histoire, et la juger à partir de la tienne est une erreur de perception. Quand tu valides les émotions des autres, tu génères de la confiance. Non pas parce que tu es d'accord avec tout, mais parce que tu montres du respect pour l'expérience de l'autre. Dire « cela a dû être difficile » ou « je peux imaginer ce que tu as ressenti » ne coûte rien, mais a un impact profond. Parce que derrière chaque réaction, il y a une raison que tu ignores. Derrière chaque silence, il y a une histoire qu'on ne t'a pas racontée. Et quand tu prends une seconde pour reconnaître cela, tu fais preuve d'intelligence émotionnelle et de maîtrise intérieure. L'erreur commune est de penser que conseiller rapidement montre de l'intérêt. En réalité, cela révèle souvent de l'impatience. Les gens ne cherchent pas à être réparés, ils cherchent à être compris. Un conseil précipité peut sembler indifférent, mais quand tu reconnais d'abord, quand tu prends le temps d'empathiser, ton opinion prend du poids. Tu ne parles pas depuis la théorie, tu parles depuis la connexion. Et la connexion est ce qui fait que tes mots pénètrent, pas ta logique. Le stoïcisme enseigne à observer avant d'agir. Et dans la communication, cette observation se traduit par la reconnaissance. Tu n'as pas besoin d'avoir une réponse immédiate. Parfois, le meilleur conseil est un silence attentif, un regard sincère ou un simple « je te comprends ». Cela crée un espace sûr où l'autre peut baisser sa garde. Et quand il baisse sa garde, il t'écoute vraiment. Apprendre à reconnaître avant de conseiller te protège aussi. Cela évite les malentendus, les disputes et les réactions inutiles. Parce qu'en reconnaissant, tu désactives la défense de l'autre. Personne ne se sent attaqué quand il se sent compris. Et quand les gens ne se sentent pas attaqués, ils sont prêts à écouter. C'est l'art de communiquer avec sagesse, réduire la friction émotionnelle avant de parler. En pratique, tu peux commencer par observer tes propres conversations. Demande-toi, est-ce que j'écoute pour aider ou juste pour répondre? Est-ce que je reconnais le sentiment ou est-ce que je juge l'erreur?
La différence entre les deux peut complètement changer la façon dont les gens te perçoivent, parce que celui qui se sent compris fait confiance, et celui qui fait confiance t'écoute. Reconnaître avant de conseiller est l'un des signes les plus clairs de maturité émotionnelle. Cela t'apprend à freiner l'impulsion d'imposer ton point de vue, à privilégier l'empathie sur l'orgueil. Et le plus important, cela te rend conscient du pouvoir de tes mots. 4. Maîtrise le silence. Le silence est comme une épée invisible. Il ne fait pas de bruit, mais il coupe profondément. Alors que beaucoup pensent que parler plus est synonyme de pouvoir, les sages savent que la véritable force réside dans la pause, dans ce calme qui dérange ceux qui ne peuvent pas supporter leur propre bruit. Dans un monde qui crie, se taire avec intention est une forme d'autorité. Le silence n'est pas vide, c'est de l'énergie concentrée. C'est la voix de celui qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, parce que sa présence dit tout. Maîtriser le silence ne signifie pas s'isoler ou garder du ressentiment. Cela signifie apprendre à choisir ses batailles, ses mots et ses moments. Celui qui parle sans réfléchir se livre, celui qui se tait avec conscience se renforce. Tous les commentaires ne méritent pas de réponse. Toutes les provocations ne méritent pas d'attention. Parfois, le plus grand signe d'intelligence est simplement de ne pas réagir. Et ce n'est pas de la passivité, c'est du contrôle. Car celui qui ne se laisse pas emporter par les émotions du moment montre qu'il a déjà gagné, même avant de répondre. Les gens ont tendance à confondre le silence avec la faiblesse, mais cela ne révèle que leur propre malaise. Ils ne supportent pas le silence parce qu'ils se confrontent à eux-mêmes. Le silence expose ce que les mots tentent de cacher. Quand tu te tais intentionnellement, tu forces l'autre à regarder à l'intérieur. C'est pourquoi les sages dérangent, non pas parce qu'ils parlent trop, mais parce qu'ils savent quand se taire. Dans le silence bien utilisé, il y a un pouvoir qu'aucun cri ne peut égaler. Le stoïcisme l'a enseigné clairement. Maîtrise ton esprit et tu maîtriseras tes réactions. Le silence est l'un des tests les plus difficiles pour y parvenir. Le maintenir nécessite de la force, pas de la lâcheté. Celui qui sait garder le silence face à la provocation ne réprime pas, il choisit. Il ne cherche pas à gagner des discussions, il cherche à préserver sa paix. Et c'est ce que les gens respectent, même sans comprendre pourquoi. La maîtrise du silence projette du respect, de la sécurité et un calme que peu possèdent. Le silence te donne aussi un avantage. Dans une conversation, celui qui sait se taire observe plus. Il écoute ce que les autres révèlent sans le vouloir. Il remarque les gestes, les nuances, les tremblements de voix. Il apprend à lire ce qui n'est pas dit. Cette information est de l'or. Elle te permet de répondre avec précision, pas avec impulsion. Et cette précision est ce qui distingue quelqu'un de mature émotionnellement de quelqu'un de réactif. Dans la vie quotidienne, maîtriser le silence se traduit par de petites actions. Ne pas répondre immédiatement à un message quand tu es contrarié, ne pas te justifier devant quelqu'un qui ne veut pas te comprendre, ne pas expliquer l'évident à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas t'écouter. Chaque fois que tu choisis le silence par sagesse et non par peur, tu renforces ton pouvoir intérieur. Tu deviens maître de toi-même. Mais maîtriser le silence n'est pas seulement utile pour te défendre, c'est aussi utile pour te connecter. Un silence authentique pendant que tu écoutes quelqu'un démontre plus d'intérêt que 1000 conseils. Tu lui dis sans mots, « Je suis là, avec toi ». Le silence peut t'embrasser, peut guérir, peut contenir. Si tu sais l'utiliser avec empathie, il devient une forme d'amour. Pratique de rester silencieux, non pas comme une punition, mais comme une stratégie. Observe comment les gens réagissent quand tu ne réponds pas tout de suite, comment l'énergie change quand tu décides de ne pas suivre une discussion inutile. Tu remarqueras quelque chose de curieux. Le silence impose le respect. Non pas par peur, mais parce qu'il montre la maîtrise. Personne ne peut manipuler celui qui ne réagit pas. Personne ne peut contrôler celui qui sait attendre. Le silence est la voix de l'esprit en paix.
Et quand tu apprends à le maîtriser, ta présence devient plus puissante, ta communication plus efficace et ton influence plus profonde. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour être entendu, tu as besoin d'élever ton autocontrôle. 5. Apprécie vraiment. La reconnaissance sincère est comme le feu par une nuit froide. Elle n'a pas besoin d'être grande pour réchauffer, mais si elle est authentique, on la ressent. Dans un monde où les mots sont dévalués, où l'on dit « je t'admire » ou « merci » par habitude, apprécier vraiment est devenu un acte rare et puissant. La plupart des gens ne savent pas apprécier sans exagérer, ni reconnaître sans chercher quelque chose en retour. Mais lorsque tu apprends à apprécier à partir de la vérité, sans fioriture ni intérêt, tu commences à transformer la façon dont les gens te voient et la façon dont tu perçois toi-même le monde. Apprécier n'est pas flatter, c'est observer consciemment ce qui est précieux chez les autres et le reconnaître avec respect. La flatterie cherche l'approbation, l'appréciation crée une connexion. Quand tu dis à quelqu'un « j'aime comment tu fais ça » sans rien attendre en retour, tu construis de la confiance. Et la confiance ne s'impose pas, elle se gagne avec des gestes réels. Les mots sincères ont un poids qui n'a pas besoin de volume, car celui qui parle avec authenticité transmet une énergie qui ne peut pas être feinte. Les stoïciens enseignaient que la gratitude et la reconnaissance sont des vertus qui naissent de la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas seulement de remercier pour le bien, mais d'avoir les yeux ouverts pour voir ce que beaucoup tiennent pour acquis. Apprécier vraiment, c'est remarquer les petits efforts, les gestes qui passent inaperçus, les actes qui révèlent le caractère. C'est regarder au-delà de l'évident et donner de la valeur à l'humain. Quand tu le fais, tu changes l'atmosphère de tes relations. Les gens se sentent vus, et quand quelqu'un se sent vu, il s'ouvre, fait confiance et te perçoit avec respect. L'appréciation authentique a un effet double. Elle élève l'autre et t'élève toi-même. Parce que lorsque tu pratiques la reconnaissance sincère, tu entraînes ton esprit à se concentrer sur ce qui est précieux, pas sur ce qui est négatif. Tu arrêtes de regarder ce qui manque et tu commences à remarquer ce qui est déjà là. Cela transforme ton état d'esprit. Tu deviens plus serein, plus reconnaissant, plus conscient. Et cette conscience se projette dans ta façon de communiquer. Apprécier demande aussi du courage. Nous vivons dans une culture où montrer de l'admiration est confondu avec de la faiblesse. Mais seuls les forts peuvent reconnaître la grandeur des autres sans se sentir inférieur. Celui qui apprécie vraiment ne rivalise pas. Il s'inspire. Il n'envie pas. Il apprend. Et cette attitude, bien qu'elle semble subtile, change complètement la façon dont les autres te perçoivent. Parce que tu projettes de la sécurité, pas du besoin. Tu démontres de la maturité, pas du manque. Apprendre à apprécier signifie aussi le faire au bon moment, pas après, pas quand il est déjà trop tard. La plupart des gens attendent des occasions spéciales pour reconnaître quelque chose qui pourrait changer la journée de quelqu'un dès maintenant. Mais les mots opportuns ont plus de pouvoir que les discours tardifs. Dire à quelqu'un « j'apprécie ce que tu as fait » au bon moment peut renforcer une relation plus que n'importe quelle promesse. Cependant, l'appréciation doit être pure. Elle ne doit pas être utilisée comme une stratégie ou comme une manipulation. Si elle n'est pas honnête, elle semble fausse, et le faux détruit plus rapidement que le silence. C'est pourquoi, avant de parler, assure-toi de ressentir ce que tu vas dire. Si tu le ressens, dis-le sans fioriture, sans théâtralité. Parfois, un simple « merci pour ça » suffit. Dans un monde plein de bruit, les mots simples et sincères sont ceux qui ont le plus d'impact. Pratiquer l'appréciation te rend conscient de la valeur qui t'entoure. Tu commences à remarquer ce que tu ignorais auparavant. L'effort de celui qui travaille avec toi, la loyauté silencieuse d'un ami, la présence constante de quelqu'un qui ne demande jamais de reconnaissance. Cette habitude n'améliore pas seulement tes relations, elle améliore ton caractère. Parce que l'âme qui apprécie ne vit pas dans le manque, elle vit dans l'abondance. 6. Apprenez à dire non. Dire non est comme construire un mur invisible. On ne le voit pas, mais il protège tout ce que vous aimez, votre temps, votre énergie, votre calme.
La plupart des gens ont peur de prononcer ce mot parce qu'ils pensent qu'ils perdront de l'affection, des opportunités ou de l'acceptation. Mais la vérité est que chaque fois que vous dites oui alors que vous voulez dire non, vous vous trahissez un peu plus. Apprendre à dire non n'est pas rejeter le monde, c'est vous choisir. Et dans un monde où tout le monde cherche à plaire, avoir le courage de refuser est l'une des formes les plus claires de respect de soi. Le non est une déclaration de limites, et les limites sont le langage de l'amour de soi. Sans eux, n'importe qui peut entrer, rester et prendre le meilleur de vous sans permission. Beaucoup pensent qu'être gentil signifie toujours dire oui, mais la gentillesse sans limite devient de l'esclavage émotionnel. Le stoïcisme enseigne que celui qui ne contrôle pas sa vie finit par être contrôlé par les désirs et les attentes des autres. Dire non calmement n'est pas une agression, c'est un équilibre. C'est dire « je comprends ce que tu me demandes, mais je dois maintenant prioriser ce dont j'ai besoin ». Quand vous apprenez à dire non sans culpabilité, votre énergie change. Vous cessez d'être prévisible, vous cessez d'être disponible pour tout et pour tous. Votre temps commence à avoir du poids et les gens commencent à vous apprécier différemment. Parce que quand vous vous appréciez, le monde répond à la même fréquence. Le problème n'est pas qu'on vous demande trop, mais que vous acceptez plus que vous ne pouvez donner. Personne ne peut abuser de vos limites si vous les maintenez fermement. Dire non est aussi une façon de communiquer la sagesse. Cela signifie que vous savez ce qui vous apporte et ce qui vous enlève, que vous n'avez pas besoin de justifier chaque décision ni de vous expliquer à tout le monde. Vous n'avez pas à faire un discours pour protéger votre paix. Un simple « je ne peux pas en ce moment » ou « je ne suis pas disponible pour ça » suffit. Les gens qui sont dérangés par vos limites ne cherchent pas la connexion, ils cherchent le contrôle. Et à ce stade, se taire est aussi une façon de dire non. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi se reflète dans les petites décisions. Chaque non conscient que vous prononcez vous entraîne à ne pas céder à la pression, à la manipulation ou à la culpabilité. Il vous rappelle que votre temps est fini et votre énergie sacrée. Dire non vous permet de vivre avec plus d'intention, de vous concentrer sur l'essentiel et de lâcher ce qui ne vous mène nulle part. Vous ne pouvez pas être sage si votre esprit est plein d'engagements inutiles. Vous ne pouvez pas avoir de clarté si votre agenda est rempli de choses que vous avez acceptées par peur de décevoir. La prochaine fois que vous serez tenté de dire oui, par habitude, arrêtez-vous une seconde. Demandez-vous si vous le faites par désir ou par peur. Si c'est par peur, la réponse correcte est probablement non. Et vous n'avez pas besoin de le crier ou de le justifier. Le non le plus puissant est celui qui est dit avec sérénité, sans anxiété ni culpabilité. Ce calme projette de l'autorité. Il transmet que vous êtes en contrôle de vous-même. Dans la vie, les personnes que vous respectez le plus ne sont pas celles qui cherchent toujours à plaire, mais celles qui ont le courage d'être cohérentes. Celui qui apprend à dire non quand c'est nécessaire démontre de la clarté et de la maturité. Cette clarté est la base de toute communication authentique. Parce que si vos paroles ne reflètent pas vos véritables intentions, alors vous ne communiquez pas, vous vous dissolvez. Le non ne divise pas, il ordonne, il n'éloigne pas, il purifie. Il fait de la place pour ce qui compte vraiment. Et quand vous apprenez à l'utiliser avec calme et fermeté, le bruit disparaît. Les bonnes personnes restent et vous récupérez quelque chose d'inestimable, votre pouvoir personnel. Parce que celui qui sait dire non sans peur apprend finalement à dire oui seulement à ce qui a du sens pour lui. 7. Sois cohérent et clair. La cohérence est comme le pouls de l'âme, invisible mais constante. Si elle bat fort, tout coule. Tes mots, tes actions, ta présence. Mais quand elle se brise, quand tu dis une chose et en fais une autre, la confiance meurt. D'abord chez les autres, puis en toi. Nous vivons à une époque où les apparences pèsent plus que la vérité, où beaucoup construisent une image qu'ils ne peuvent pas soutenir. Cependant, le respect ne se gagne pas avec des discours ou des promesses, il se gagne avec la cohérence.
Être cohérent n'est pas être parfait, c'est être réel, rester aligné avec tes principes même quand personne ne te regarde. Parler clairement et agir différemment est une forme de confusion émotionnelle. Les gens ressentent quand tes mots n'ont pas de racines, quand ce que tu dis n'est pas soutenu par tes actions. Tu peux tromper pendant un certain temps, mais pas pour longtemps. L'incohérence se sent, se perçoit, se ressent. La clarté, en revanche, transmet la sécurité. Celui qui parle clairement et vit ce qu'il dit génère une stabilité émotionnelle chez les autres. Il inspire confiance parce qu'il ne change pas avec le vent. Sa parole vaut parce qu'elle reflète ce qu'il est vraiment. Le stoïcisme enseigne que le caractère se démontre par des actes répétés, non par des intentions. Dire quelque chose de sage ne te rend pas sage. Le faire partie de ta vie, oui. C'est pourquoi la cohérence est une pratique quotidienne, pas une pause. C'est tenir tes promesses, même quand personne ne le remarque. C'est maintenir tes limites, même si cela te coûte des relations. C'est être le même, en public et en privé. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que de regarder en arrière et de savoir que tu ne t'es pas trahi toi-même. La clarté dans la communication vient aussi de la cohérence. Tu ne peux pas communiquer avec force si tu es en contradiction avec toi-même. Quand tes mots viennent de la confusion, les autres le perçoivent, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Mais quand tu parles avec conviction, ton ton change, ton regard s'affirme, ton énergie devient stable. Tu n'as pas besoin de convaincre. Ton authenticité le fait pour toi. La clarté coupe la manipulation, élimine le malentendu et nettoie l'atmosphère. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec toi, mais ils te respectent parce que tu es clair. Être cohérent implique aussi d'accepter tes erreurs sans te justifier. Personne ne fait confiance à quelqu'un qui se cache derrière des excuses. La cohérence n'exige pas l'infaillibilité, elle exige la responsabilité. Dire « je me suis trompé » avec honnêteté projette plus de force que de feindre la perfection. Quand tu assumes tes mots et tes actions, tu inspires les autres à faire de même. Et cela génère un respect authentique, pas de la peur, du respect. En pratique, la cohérence se reflète dans les petits gestes. Tenir tes promesses, ne pas parler d'intégrité tout en mentant, ne pas prêcher la tranquillité tout en vivant dans le chaos. Les gens observent, même s'ils ne le disent pas. Chaque fois que tu fais le contraire de ce que tu prêches, ta parole perd de sa puissance. Mais quand tes actes et tes mots vont de pair, ta voix acquiert une autorité naturelle. Non pas parce que tu l'imposes, mais parce que tu l'incarnes. La clarté, d'autre part, ne consiste pas à tout dire, mais à dire ce qui est nécessaire avec précision. Parler clairement, c'est parler sans détour, sans fioriture, sans peur. La vérité peut être inconfortable, mais le respect naît d'elle. Un « je préfère être honnête avec toi » vaut plus que 1000 phrases douces dites pour éviter le conflit. La clarté nettoie les relations, sépare le vrai du faux, le stable du superficiel. 8. Arrête d'essayer d'impressionner. Les masques pèsent. Au début, ils semblent être des boucliers, mais avec le temps, ils deviennent des chaînes. Essayer d'impressionner est une forme subtile d'esclavage émotionnel, car cela t'oblige à agir pour plaire, à te modeler pour t'adapter, à mesurer ta valeur en fonction du regard des autres. C'est vivre comme un acteur dans une pièce que tu n'as pas choisie. Et plus tu t'efforces de paraître quelque chose, plus tu t'éloignes de ce que tu es vraiment. En revanche, lorsque tu arrêtes d'impressionner, tu récupères quelque chose que personne ne peut te donner, ton authenticité. Le désir d'impressionner naît de la peur de ne pas être suffisant, de ne pas être accepté, de ne pas être vu. Mais l'ironie est que plus tu essaies d'être admiré, moins tu crées de véritables connexions. Les gens peuvent t'applaudir pendant un moment, mais tôt ou tard, ils sentent quand il y a de la fausseté derrière. Ce qui attire vraiment n'est pas l'éclat, c'est la vérité. L'éclat s'éteint, la vérité demeure, et celui qui se montre tel qu'il est, sans fioriture, sans exagération, finit par être rappelé pour sa présence, pas pour sa performance. Le stoïcisme enseigne que la vertu n'a pas besoin de promotion. Sénèque disait que la grandeur de l'âme se reconnaît dans le silence des actions, pas dans la recherche de reconnaissance.
Essayer d'impressionner est une bataille perdue, car il y aura toujours quelqu'un de plus charismatique, de plus attrayant ou de plus convaincant. Ne participe pas à ce jeu, crée le tien. Être authentique n'est pas de la rébellion, c'est de l'équilibre. C'est dire avec tes gestes, c'est moi et cela suffit. Quand tu arrêtes d'impressionner, tes mots gagnent en force. Tu parles sans craindre de paraître moins, et cette honnêteté génère du magnétisme. Les gens font confiance à celui qui n'a rien à prouver. Tu arrêtes de remplir les conversations d'exagération ou de phrases répétées et tu commences à parler calmement, naturellement. Tu ne cherches plus l'approbation, tu cherches la connexion. Et la connexion ne se produit que lorsqu'il y a de la vérité. Le besoin d'impressionner est une forme moderne de bruit mental. Il te fait vivre en fonction de la façon dont on te voit, de ce que les autres pensent, de si tu réponds aux attentes. Mais pendant que tu t'adaptes au goût des autres, tu perds les tiens. Le plus dangereux dans le fait d'essayer d'impressionner est que tu t'habitues à jouer. Et quand tu joues trop, tu oublies qui tu es hors de la scène. En revanche, celui qui décide d'être authentique commence à vivre en paix. Non pas parce que tout lui réussit, mais parce qu'il n'a plus besoin d'approbation pour se sentir en paix. L'authenticité n'est pas de l'arrogance, c'est de la liberté. C'est pouvoir dire « j'aime ça, je n'aime pas ça » sans craindre le jugement. C'est pouvoir te tromper sans te cacher, briller sans demander la permission et te retirer sans donner d'explication. Les personnes authentiques projettent du respect, non pas parce qu'elles l'exigent, mais parce que leur énergie l'impose. Elles n'ont pas besoin de convaincre, elles n'ont pas besoin d'embellir, elles sont tout simplement. Et cette cohérence attire plus que tout effort pour impressionner. En pratique, arrêter d'essayer d'impressionner signifie faire moins et être plus. C'est écouter sans penser à ce que tu répondras pour paraître intelligent. C'est parler calmement, sans te presser pour te démarquer. C'est t'habiller, te déplacer et t'exprimer sans l'intention de provoquer l'admiration. C'est te permettre d'être humain, pas un personnage. Le monde est plein de personnes épuisées de faire semblant. Si tu choisis de ne pas le faire, tu te distingues déjà des autres. Ton authenticité devient un acte de résistance face à la superficialité. L'honnêteté, en ces temps de masque, devient un luxe que peu ont le courage de montrer. Quand tu arrêtes d'essayer d'impressionner, tes relations deviennent plus authentiques, ton esprit plus tranquille et ta présence plus forte. Personne ne peut rivaliser avec celui qui ne cherche pas à rivaliser. Tu cesses d'être une copie pour devenir une référence. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. L'esprit est comme une tempête qui ne s'arrête jamais. Des pensées qui se heurtent, des soucis qui grondent, des souvenirs qui reviennent quand tu t'y attends le moins. Tu n'as pas besoin d'être en danger pour te sentir épuisé, il suffit de trop penser. La plupart des gens ne vivent pas leur vie, ils la suranalysent, et dans cet excès de pensée, on perd la paix, l'énergie et la clarté. Apaiser l'esprit ne signifie pas se déconnecter du monde ou échapper au chaos. C'est apprendre à marcher à l'intérieur de celui-ci sans perdre l'équilibre. C'est rester ferme pendant que tout bouge. C'est l'art de répondre calmement lorsque ton esprit te crie de réagir. Le stoïcisme l'a compris il y a des siècles. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux contrôler ce qui se passe à l'intérieur de toi. Cette vidéo n'est pas une leçon de philosophie, c'est une pratique pour la vie. Ici, il ne s'agit pas de répéter des phrases motivantes ou de feindre la sérénité, mais d'apprendre à maîtriser ton espace intérieur lorsque le bruit du monde essaie de le briser. Tout au long de ce parcours, tu comprendras que la tranquillité ne se cherche pas, elle s'entraîne. Il ne s'agit pas d'avoir moins de problèmes, mais de penser moins à eux. Le monde ne s'arrêtera pas pour que tu te sentes mieux. La circulation continuera, les nouvelles continueront, les exigences continueront. Mais en toi peut exister un endroit qui ne tremble devant rien.
Cet endroit est l'esprit calme, le reflet le plus pur de celui qui a appris à ne pas se laisser vaincre par ce qu'il ne peut pas contrôler. Et aujourd'hui, tu vas découvrir comment y arriver pas à pas, jusqu'à faire de la tranquillité ta forme de pouvoir la plus silencieuse. 1. Arrête-toi avant de trop penser. Ton esprit est comme une pièce avec de nombreuses portes ouvertes. Chaque pensée qui entre laisse une trace, une voix, une ombre. Si tu ne les fermes pas à temps, toutes ces voix commencent à parler en même temps. C'est ainsi que se forme le chaos mental, ce bruit constant qui t'empêche d'être présent. Penser trop ne te protège pas, ça t'épuise. Ça te convainc que tu fais quelque chose d'utile, alors qu'en réalité, tu tournes en rond dans le même labyrinthe. Quand tu apprends à t'arrêter avant de laisser ton esprit s'emballer, tu commences à reprendre le contrôle. Les stoïciens l'appelaient l'espace entre le stimulus et la réponse. Cet instant invisible où tu choisis de réagir ou de rester calme. La plupart des gens ne le remarquent pas, mais ce petit espace décide de la qualité de ta vie. Si tu l'ignores, tu agis impulsivement. Si tu le maîtrises, tu agis avec sagesse. T'arrêter ne signifie pas que tu ne penses pas. Cela signifie que tu choisis de ne pas être emporté par chaque pensée qui surgit. La pensée automatique cherche toujours le drame, anticipe les tragédies, exagère les dangers. L'esprit humain a été conçu pour survivre, pas pour être en paix. C'est pourquoi tu dois le former, le domestiquer comme celui qui apprend à un cheval sauvage à obéir à la voix du cavalier. Chaque fois que tu t'arrêtes avant de trop penser, tu renforces ce muscle intérieur qui sépare ce que tu imagines de ce qui se passe réellement. Fais l'essai. Quand tu ressens de l'anxiété pour quelque chose qui ne s'est pas encore produit, dis à voix basse « Je m'arrête ». Respire et observe ce qui se passe en toi. Tu remarqueras comment l'intensité diminue, comment le corps cesse de se tendre, comment la pensée perd de sa force. Tu n'as encore rien résolu, mais tu as déjà gagné quelque chose de plus précieux, le contrôle. Les stoïciens savaient que le calme n'était pas l'absence de pensée, mais la maîtrise de celle-ci. Marc Aurèle a écrit « Ton esprit prendra la forme de ce que tu penses fréquemment ». Si tu répètes l'habitude de t'arrêter avant de réagir, ton esprit apprendra à rester dans le présent, sans courir après des fantômes. Cet acte de t'arrêter n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. C'est la façon la plus pratique de ne pas permettre à ton esprit de t'entraîner vers ce que tu ne peux pas contrôler. Arrête-toi avant de trop penser, surtout quand quelque chose t'irrite, te déçoit ou te fait peur. La plupart des gens sombrent parce qu'ils réagissent immédiatement à ce qu'ils ressentent. Pas toi. Tu t'arrêtes, tu respires et tu choisis. Parce que toutes les pensées ne méritent pas une réaction. Et toutes les émotions n'ont pas besoin d'être exprimées. Tu apprends que la pause est un pouvoir, que le silence mental est une réponse plus forte que n'importe quel mot impulsif. Avec le temps, tu remarqueras un changement. L'esprit, qui était autrefois un champ de bataille, devient un jardin. Les idées cessent de se battre entre elles et commencent à s'organiser. Tu n'es plus dominé par la peur, le doute, ni le besoin d'avoir toutes les réponses. Tu comprends que tu ne contrôleras pas chaque situation, mais tu peux contrôler ce que tu décides de penser à son sujet. Et c'est là que commence la liberté. Maîtriser la pause, c'est se maîtriser soi-même. Car celui qui parvient à arrêter la pensée avant qu'elle ne le consume, parvient aussi à maîtriser sa vie. Chaque fois que tu choisis de ne pas trop penser, le bruit du monde perd de son pouvoir sur toi. Et dans ce calme, tu découvres quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais, que le calme n'arrive pas quand tout est résolu, mais quand tu choisis de ne pas t'agiter pour ce que tu ne peux pas changer. 2. Écris pour libérer ton esprit. L'esprit ressemble à une pièce en désordre. Peu importe combien tu essaies de l'ignorer, ce chaos finit par peser. Chaque pensée non exprimée, chaque émotion contenue, chaque souci non résolu s'accumule comme des vêtements jetés partout. Et plus tu le repousses, plus il te coûte de respirer en toi-même. Écrire, c'est ouvrir la fenêtre, laisser entrer l'air, mettre de l'ordre là où il n'y avait auparavant que confusion.
Tu n'as pas besoin d'être écrivain pour le faire. Il ne s'agit pas de créer quelque chose de beau, mais de vider ce que tu as à l'intérieur. L'écriture est une forme de soulagement, mais aussi un outil de clarté. Lorsque tu mets tes pensées sur papier, tu cesses d'être leur victime. Tu les observes de l'extérieur, tu les comprends, tu les mets à leur place. Ce qui était auparavant un tourbillon mental devient une série de mots qui n'ont plus le même pouvoir sur toi. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle écrivait tous les jours, non pas pour publier, mais pour éclaircir son esprit. Ses méditations étaient en réalité un journal personnel de réflexion et de maîtrise de soi. Écrire lui permettait de revoir ses pensées et de voir honnêtement ce qu'il devait changer. Tu peux faire la même chose. Chaque mot écrit est un poids en moins, une façon de donner une structure à l'invisible. Lorsque l'esprit est surchargé, il ne raisonne pas, il réagit. Mais lorsque tu écris, tu forces la pensée à s'organiser. Le chaotique devient compréhensible, l'émotionnel devient gérable. Si aujourd'hui tu te sens submergé, si tu ne peux pas te concentrer ou si tu sens que tout s'accumule, prends une feuille, un cahier ou le bloc-notes de ton téléphone et écris ce qui te passe par la tête sans censure. Ne juge pas, ne modifie pas, laisse simplement aller. Chaque mot que tu laisses sur le papier est une façon de lâcher prise. Souvent, le stress ne vient pas de ce qui se passe, mais de l'effort pour tout retenir dans la tête. Les tâches en attente, les souvenirs, les conversations non terminées, les réponses non données. Tout cela occupe de l'espace mental. Lorsque tu l'écris, tu le transfères, et l'esprit respire. C'est comme sortir des boîtes d'une pièce pour pouvoir y marcher à nouveau. Écrire t'apprend aussi quelque chose d'essentiel. Tes pensées ne sont pas des vérités, ce sont des perceptions. Lorsque tu les lis de l'extérieur, tu peux distinguer lesquelles sont réelles et lesquelles ne sont que des distorsions créées par la peur ou l'habitude. Et c'est là que le calme apparaît. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu cesses de te sentir dominé par ce que tu penses. Fais-le chaque jour, même si ce n'est que quelques minutes. Écris ce qui te dérange, ce dont tu as peur, ce que tu apprécies, ou simplement comment tu te sens. Parfois, tu découvriras des modèles, les mêmes soucis, les mêmes émotions répétées. C'est une information précieuse. Elle te montre dans quoi tu es coincé et te donne l'opportunité de briser le cycle. L'écriture ne libère pas seulement, elle révèle aussi. Quand tu sens que ton esprit ne se tait pas, ne cherche pas à te distraire, cherche à le vider. Un stoïcien ne fuit pas ce qu'il ressent, il l'affronte avec clarté. Et écrire, c'est cela. Regarder le chaos en face et le transformer en compréhension. Parce que lorsque ce que tu penses devient des mots, cela cesse d'être un monstre et devient une histoire que tu peux comprendre, accepter et, si nécessaire, clore. Alors, écris pour libérer ton esprit. N'attends pas d'avoir du temps, fais-le pour en avoir. Ne le fais pas pour l'art, fais-le pour la paix. Chaque mot que tu lâches sur le papier te rend un peu de contrôle sur toi-même. Et avec le temps, tu découvriras que le calme n'était pas dans l'arrêt de la pensée, mais dans l'apprentissage de l'organisation de tes pensées. 3. Tout ne se résout pas aujourd'hui. Nous vivons comme si chaque problème devait être résolu avant de dormir. Comme si le monde allait s'effondrer si nous ne trouvons pas une réponse immédiate. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. L'esprit ne guérit pas sous la pression, ni les jours ne se réparent avec l'anxiété. Imagine que tu plantes un arbre. Peu importe combien tu tires sur ses branches, il ne poussera pas plus vite. Il y a des processus qui ne fleurissent que lorsque tu les laisses en paix. Il en va de même pour le calme. Il ne s'impose pas, il se permet. L'impatience mentale est une forme moderne de torture. Nous voulons des résultats sans pause, de la clarté sans réflexion, des solutions sans temps. Nous croyons que penser plus vite signifie avancer, mais tout ce que nous réussissons à faire est de nous embrouiller davantage. Le stoïcisme enseigne le contraire. Il y a des choses qui ne se mettent en place que lorsque tu arrêtes de les forcer. Sénèque disait que l'esprit a besoin de repos, tout comme le corps, car un esprit fatigué ne peut pas raisonner, il ne fait que réagir. Et cela explique pourquoi tu finis souvent plus confus,
après avoir tant réfléchi. Tout ne se résout pas aujourd'hui parce que tout ne dépend pas de toi. Il y a des batailles qui ont besoin de mûrir, des émotions qui doivent se stabiliser et des décisions qui ne peuvent être prises que lorsque le brouillard se dissipe. Le calme n'arrive pas quand tout est résolu, il arrive quand tu acceptes que tout ne le sera pas. C'est le véritable contrôle. Arrêtez d'exiger du présent ce que seul le temps peut donner. Lorsque tu te sens pressé de résoudre quelque chose immédiatement, observe si tu as vraiment le pouvoir de le faire. Si la réponse dépend de toi, agis avec sérénité. Sinon, laisse-le pour aujourd'hui. Reporter n'est pas abandonner, c'est comprendre que ton énergie a une limite et que te fatiguer mentalement n'avance à rien. Les stoïciens appelaient cela « vivre dans le moment présent ». Épictète enseignait que se soucier de ce que nous ne contrôlons pas est une façon de gaspiller la vie. Et il avait raison. Penser excessivement à ce que tu ne peux pas changer est comme ramer sur la terre ferme. Tu t'épuises sans bouger. Apprendre à t'arrêter ne signifie pas que tu ignores tes problèmes. Cela signifie que tu comprends quand agir et quand attendre. Dans cette attente, l'âme se réorganise. L'esprit cesse de tourner et quelque chose que tu avais oublié apparaît. La perspective. Tu ne peux pas voir clairement quand tu es au milieu du tourbillon. C'est pourquoi les sages attendaient que l'eau de la rivière se calme avant de la traverser. La patience n'est pas passivité, c'est stratégie. Lorsque tu comprends cela, quelque chose change en toi. Tu arrêtes de te sentir coupable de ne pas tout contrôler. Tu commences à comprendre que la clarté n'est pas obtenue par la pression, mais par le repos. Et tu découvres qu'en arrêtant de forcer les choses, elles se mettent souvent en place d'elles-mêmes. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu ne te bats plus avec lui. Pratique cela chaque jour. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas résoudre aujourd'hui, dis « Cela n'a pas besoin de réponse maintenant ». Permets-toi de te reposer. L'esprit qui se repose revient plus fort. Ce qui hier semblait un chaos, demain peut avoir un sens, parce que tout ne se résout pas aujourd'hui, mais tout s'entend lorsque tu apprends à attendre sans désespérer. C'est l'enseignement profond de cette étape. Le contrôle n'est pas dans la résolution de tout, mais dans le fait de ne pas te détruire en voulant le faire. La paix arrive quand tu arrêtes de presser la vie pour qu'elle se passe à ton rythme et que tu apprends à faire confiance au sien. Chaque jour que tu choisis de reporter l'anxiété, tu choisis aussi de prendre soin de ton esprit. Et cet acte silencieux, répété avec constance, te transforme en quelqu'un qui n'a plus besoin que le monde se calme pour être en paix. 4. Apprenez à lâcher prise avec humilité. L'esprit humain s'accroche à tout, à ce qui a été, à ce qui aurait pu être, à ce qu'il croit qu'il a besoin. Nous sommes comme quelqu'un qui essaie de traverser une rivière en portant des pierres, croyant que les lâcher serait perdre quelque chose de précieux, alors qu'en réalité, c'est ce qui nous empêche d'avancer. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est se libérer du poids qui ne correspond plus au moment présent. Et celui qui apprend à le faire avec humilité découvre que la véritable force n'est pas dans la résistance à tout, mais dans le fait de savoir laisser aller à temps. Nous vivons dans une culture qui glorifie le contrôle. Nous voulons que les gens agissent comme nous l'espérons, que les plans se déroulent comme nous l'imaginons, et que la vie suive le scénario que nous avons écrit dans notre tête. Mais la réalité est différente. La vie ne s'adapte pas à nos désirs, et plus nous essayons de la forcer, plus nous souffrons. Le stoïcisme l'a compris il y a des siècles. La source de la souffrance n'est pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont nous nous accrochons à ce que nous n'acceptons pas. Lâcher prise avec humilité signifie regarder ce qui fait mal sans lutter contre. Accepter que certaines choses ne se passeront pas comme vous l'espériez, qu'il y a des gens qui ne reviendront pas et qu'il y a des portes qui se ferment parce qu'elles ont déjà rempli leur fonction. Il ne s'agit pas de résignation, mais de maturité. La différence est dans l'attitude. Celui qui se résigne souffre en silence. Celui qui lâche en paix comprend que perdre quelque chose n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une redirection. Les stoïciens pratiquaient ce détachement avec naturel.
Épictète disait que nous ne devrions pas souhaiter que les choses se passent comme nous le voulons, mais les vouloir telles qu'elles se produisent. C'est l'essence du contrôle interne. Quand vous arrêtez de résister, le poids s'allège, l'esprit s'éclaircit et l'énergie se libère pour se concentrer sur ce que vous pouvez transformer. Lâcher prise avec humilité n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est regarder ce que vous ne pouvez pas changer et décider de ne pas laisser cela vous voler votre paix. Pensez à ceci. Chaque pensée que vous répétez sur ce que vous ne pouvez pas contrôler est une corde que vous renforcez. Si vous lâchez, vous ne tombez pas, vous vous libérez. Mais pour lâcher, il faut de l'humilité, car l'ego veut toujours avoir raison. Il cherche toujours à expliquer, à justifier ou à blâmer. L'âme tranquille, en revanche, accepte simplement et continue. Et cela, bien que cela puisse paraître simple, est l'une des formes les plus pures de force intérieure. Pratiquez cette habitude quand quelque chose ne se passe pas comme vous l'espériez. Si une conversation ne se termine pas bien, si une journée se complique ou si un objectif est retardé, ne vous punissez pas mentalement en répétant « pourquoi cela n'a pas marché ?» Dites avec sérénité « c'est aussi bien comme ça ». En le faisant, vous coupez le cycle de la pensée obsessionnelle. Cette phrase, bien que brève, contient une sagesse profonde. Acceptez le présent tel qu'il est, sans le résister, ni le dramatiser. Lâcher prise ne signifie pas oublier. Cela signifie arrêter de vivre à partir de la blessure. C'est comprendre que ce que vous avez perdu vous a formé, que ce qui est parti a laissé une leçon, et que s'accrocher ne fait que prolonger la douleur. Quand vous lâchez prise, le cœur respire et l'esprit se calme, et dans ce silence intérieur commence le véritable calme. Apprendre à lâcher prise avec humilité, c'est apprendre à vivre avec dignité, parce que tout ce qui est perdu n'est pas une défaite. Parfois, c'est le début de quelque chose de plus stable, de plus réel, de plus aligné avec vous. Celui qui lâche prise n'est pas faible, il est sage. Parce qu'il comprend que la vie ne consiste pas à gagner toujours, mais à maintenir la paix même lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'espériez. Et dans cet équilibre silencieux se trouve la liberté qu'aucun contrôle ne pourrait vous donner. 5. Respire avant de répondre. L'air est la seule chose qui est toujours avec toi, mais tu l'utilises rarement en pleine conscience. Nous vivons en respirant sans vraiment respirer, laissant le corps le faire automatiquement pendant que l'esprit court sans arrêt. Cependant, chaque respiration est une opportunité de reprendre le contrôle. Pense au feu. Il ne s'éteint pas en le frappant, il s'éteint en lui enlevant l'oxygène. C'est ainsi que s'éteignent les impulsions, les colères et les réactions qui détruisent la tranquillité. Lorsque tu apprends à respirer avant de répondre, tu éteins l'étincelle avant qu'elle ne se transforme en incendie. Dans les moments de tension, l'esprit réagit plus vite que la raison. La colère, la frustration ou la peur prennent le contrôle. Et ce qui sort de la bouche n'est souvent pas ce que tu veux dire, mais ce que ton impulsion décide pour toi. C'est la différence entre un esprit agité et un esprit entraîné. Le stoïcien ne répond pas depuis l'émotion, il répond depuis la clarté. Sénèque disait que la colère est une folie passagère et la meilleure façon de l'éviter est de retarder son arrivée. Cette pause que tu te donnes avant de parler n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir. Respirer avec intention t'ancre au présent. Cela te rappelle que tu n'as pas à réagir à tout, que la plupart des conflits s'aggravent parce que quelqu'un n'a pas su attendre 3 secondes avant de répondre. Ces 3 secondes peuvent être la frontière entre le chaos et la paix. Lorsque tu respires profondément, tu donnes à ton esprit le temps de revenir au centre. Le cœur se calme, la tension diminue et la pensée s'éclaircit. Ce qui semblait urgent cesse de l'être, et l'émotion qui semblait si forte perd de sa force. Il ne s'agit pas seulement de techniques de relaxation, il s'agit de sagesse pratique. Chaque respiration consciente est un rappel que tu contrôles la direction, même si tu ne contrôles pas la tempête. Lorsque quelqu'un te provoque, lorsque quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, lorsque tu sens que tu es sur le point d'exploser, arrête-toi. Inspire lentement, expire encore plus lentement et observe comment ta perception change. Cette pause
est ton bouclier. Celui qui sait respirer avant de répondre n'agit jamais depuis la faiblesse. Imagine une discussion où, au lieu de crier, tu choisis de respirer. L'autre peut continuer à être perturbé, mais toi, tu gardes ton calme. Cela désarme toute tentative de manipulation ou de conflit. Le silence après une respiration profonde vaut plus que 1000 mots dits avec colère. Contrôler ta respiration, c'est contrôler ton destin à cet instant, car celui qui maîtrise son souffle maîtrise aussi son esprit. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le traiter intelligemment. La respiration ne nie pas l'émotion, elle la transforme. Elle t'apprend à observer sans te laisser emporter, à répondre sans te perdre dans la tempête. Les stoïciens n'évitaient pas la douleur ni les difficultés, mais ils pratiquaient le contrôle interne face à elles. La respiration était un moyen de se reconnecter à la raison, de se rappeler qu'aucun sentiment ne mérite de te voler ta paix. Fais-en une partie de ta vie quotidienne. Quand quelque chose te perturbe, respire. Quand tu ressens de l'anxiété, respire. Quand ton esprit veut courir plus vite que la réalité, respire. Ce n'est pas une solution magique, mais c'est une discipline qui change la façon dont tu affrontes le monde. Chaque respiration consciente est un acte de maîtrise de soi, un rappel que ton calme ne dépend de personne d'autre. Respire avant de répondre, parce que la tranquillité ne s'impose pas. Elle se cultive dans ces secondes où tu choisis de ne pas être l'esclave de la réaction. Et quand tu réussiras à le faire encore et encore, tu découvriras que l'air ne maintient pas seulement ton corps en vie, il maintient aussi ta clarté en vie. Et cette clarté, au milieu du bruit, est ta forme de pouvoir la plus silencieuse. 7. Fais de la pratique du silence une habitude. Le silence est comme l'aube, il est toujours là, mais peu de gens le remarquent. Nous nous sommes tellement habitués au bruit que le silence semble inconfortable, voire menaçant. La plupart préfèrent remplir chaque instant avec de la musique, des conversations ou des distractions, car rester silencieux signifie se confronter à soi-même. Cependant, le silence n'est pas vide, c'est la clarté. C'est l'espace où l'esprit se réorganise, où les idées se posent et où tu peux entendre ce dont tu as vraiment besoin. Pratiquer le silence ne signifie pas s'isoler du monde ou chercher une solitude extrême, mais apprendre à trouver des pauses au milieu du bruit quotidien. C'est t'arrêter quelques minutes pour écouter ta respiration, observer tes pensées sans intervenir et laisser ton esprit se calmer de lui-même. Le silence est la salle de sport de l'âme. Chaque minute que tu passes au calme renforce ta capacité de maîtrise de soi, ta concentration et ta résilience émotionnelle. Les stoïciens valorisaient profondément le silence parce qu'ils comprenaient son pouvoir. Sénèque disait que celui qui maîtrise le silence maîtrise aussi son esprit, car le silence oblige à penser avant de parler, à ressentir avant de réagir et à agir avec intention plutôt que par impulsion. Dans un monde qui récompense la rapidité, le silence est un acte de rébellion consciente. T'arrêter quand tout le monde court ne te rend pas faible, cela te rend sage. Lorsque tu fais du silence une pratique, tu apprends à observer l'esprit comme s'il était une rivière. Tu ne cherches pas à arrêter l'eau, tu la contemples simplement. Tu laisses les pensées passer sans t'accrocher à aucune d'entre elles, sans lutter pour les contrôler. Au début, cela peut être inconfortable, mais cet inconfort est le signe que tu es en train de nettoyer le bruit intérieur. Chaque seconde de silence est un rappel que le calme ne se cherche pas à l'extérieur, il se cultive à l'intérieur. Dans la pratique quotidienne, tu peux trouver des moments de silence dans les choses les plus simples. La première heure du matin, avant de vérifier ton téléphone, pendant une promenade ou en prenant une tasse de café sans te presser. L'important n'est pas la durée, mais l'intention. Ces instants te ramènent à toi-même, te séparent du chaos et t'apprennent à écouter ce qui compte vraiment. Le silence t'apprend aussi à ne pas réagir à tout. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque message, de discuter chaque mot ou de clarifier chaque malentendu. Le silence est une réponse, et souvent la plus intelligente.
Un stoïcien ne cherche pas à avoir le dernier mot, il cherche à conserver la paix. Lorsque tu te tais par sagesse et non par peur, tu découvres que le silence n'est pas passivité, c'est maîtrise. Dans le silence, l'esprit apprend à se reposer. Tu arrêtes de te battre avec tes pensées et tu commences à les comprendre. Ce qui semblait être un problème urgent se relativise. Les émotions intenses perdent de leur force. Et une lucidité apparaît qui ne s'obtient pas en courant mais en s'arrêtant. Le bruit du monde continuera d'être là, mais tu ne seras plus pris au piège dedans. Tu apprends à vivre avec le bruit sans perdre ton calme, car ton centre est ailleurs. Fais de la pratique du silence une habitude quotidienne. Au début, cela te semblera étrange, puis tu en auras besoin. Tu remarqueras que ton esprit devient plus clair, tes émotions plus stables et tes mots plus précis. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de conscience. Et quand tu apprends à l'habiter, tu n'as plus besoin de fuir le bruit, car tu sais qu'en toi existe un endroit que personne ne peut perturber. Cet endroit s'appelle le calme. Et une fois que tu l'as trouvé, tu ne veux plus vivre en dehors de lui. 8. Célèbre chaque instant de calme. L'esprit a tendance à mesurer la vie en réalisation, en objectifs atteints ou en victoires visibles. Mais la véritable plénitude ne réside pas dans les grands triomphes, mais dans les petits moments où tout s'arrête et vous ressentez la paix. Le calme est comme un coucher de soleil. Il apparaît un instant et, si vous ne le regardez pas, il s'en va. Apprendre à le célébrer, c'est apprendre à vivre. Vous n'avez pas besoin que le monde soit en ordre pour ressentir de la gratitude. Vous avez juste besoin de reconnaître quand il n'y a pas de bruit en vous. C'est le véritable succès, celui dont personne ne se vante, mais que tout le monde désire. Nous vivons en cherchant quelque chose qui nous fait nous sentir bien, en courant d'objectif en objectif, en comblant les vides avec des promesses futures. Mais quand vous parvenez à une minute de calme, quand votre esprit cesse de se battre avec tout, cet instant vaut plus que n'importe quelle conquête. Marc Aurèle l'a parfaitement compris. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si vos pensées se calment, même pour un moment, vous êtes déjà en train de gagner. Célébrer le calme est une façon d'entraîner votre esprit à reconnaître la paix comme quelque chose de quotidien, pas comme un luxe. Chaque jour, il y a des moments comme celui-ci, mais ils passent inaperçus parce que nous sommes programmés pour chercher le problème suivant, la tâche suivante, la distraction suivante. L'esprit accro au mouvement ne sait pas se reposer. C'est pourquoi, lorsque vous remarquez que tout se calme, même pour quelques secondes, ne le prenez pas à la légère. Respirez, souriez et remerciez-le. Célébrer le calme signifie aussi arrêter d'idéaliser la perfection. Vous n'avez pas besoin que tout soit résolu pour être en paix. Parfois, le calme arrive au milieu du désordre, au milieu du bruit ou juste après une tempête. La sagesse est de le reconnaître et de l'honorer, pas d'attendre qu'il dure pour toujours. Parce que le calme n'est pas un état permanent. C'est une pratique qui apparaît chaque fois que vous choisissez de ne pas perdre le contrôle. Les stoïciens le savaient bien. Sénèque disait que la vie ne se mesure pas en temps, mais en qualité d'attention. Lorsque vous célébrez le calme, vous donnez de la valeur au présent, entraînant votre esprit à ne pas dépendre de l'avenir pour se sentir bien. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de reconnaître que, même au milieu d'eux, il y a de la place pour la sérénité. Cette reconnaissance change la façon dont vous percevez tout le reste. Faites-en une partie de votre routine. À la fin de la journée, pensez à un moment où vous avez ressenti de la tranquillité, aussi minime soit-elle. Cela peut être pendant que vous preniez un café, pendant que vous marchiez en silence, ou lorsque vous avez choisi de ne pas répondre avec colère. Remerciez ces instants comme s'ils étaient des victoires, parce qu'ils le sont. Chaque fois que vous célébrez le calme, vous renforcez l'habitude de le chercher. Célébrer le calme n'est pas se résigner, c'est comprendre que l'esprit a besoin de gratitude pour rester en équilibre. La personne qui ne célèbre que les grandes réalisations vit épuisée, parce que la vie n'offre pas toujours des moments spectaculaires.
Mais celui qui célèbre les moments de paix construit une force intérieure, parce qu'il apprend à trouver de la joie dans la simplicité et de la constance dans l'invisible. Lorsque vous commencerez à valoriser ces moments, votre perception du monde changera. Vous ne dépendrez plus du bruit, ni de la reconnaissance, ni du résultat. Il vous suffira de vous sentir en paix avec vous-même. Et c'est le point final du chemin stoïcien. Comprendre que le calme n'est pas atteint à la fin du voyage, mais à chaque pause du trajet. Chaque instant de sérénité est une célébration de ce que vous êtes, pas de ce que vous avez. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Quand quelqu'un s'éloigne de toi, ce n'est pas un mystère spirituel ni une punition du destin. C'est un appel à l'attention. C'est la vie qui te dit, sans détour, que tu dois arrêter de regarder vers l'extérieur et commencer à te regarder en face. Parce que le silence de l'autre ne détruit pas ton monde. Il révèle l'état réel du tien. Il y a un moment où tu te rends compte d'une chose inconfortable. Ce qui fait le plus mal n'est pas que cette personne ne soit plus là, mais que tu dépendais trop de sa présence. C'est la vérité crue, celle que personne ne veut admettre. Et c'est là, dans ce coup silencieux, que commence le travail stoïcien. Pas dans le drame, pas dans la plainte, pas dans la question « Pourquoi ?». Il commence par assumer « C'est arrivé, qu'est-ce que je vais faire de moi maintenant ?» L'éloignement, aussi froid soit-il, te montre où tu as placé ta valeur. Et si l'absence de quelqu'un te brise, c'est parce que sans t'en rendre compte, tu as donné ta paix comme si c'était un cadeau que n'importe qui pouvait prendre et jeter quand il le voulait. Cela se termine aujourd'hui. Nous n'allons pas romantiser la douleur. Ici, il ne s'agit pas de récupérer quelqu'un, ni de décrypter les intentions d'autrui. Ici, il s'agit de récupérer ton pouvoir. Il s'agit d'apprendre à regarder le silence sans trembler, à te soutenir quand personne d'autre ne te soutient, à cesser de dépendre de la présence de quelqu'un pour maintenir ton identité. Le stoïcisme n'apparaît pas pour te dire « ne ressens pas ». Il apparaît pour t'apprendre à cesser de réagir comme si ta valeur dépendait de l'attention des autres. Il apparaît pour que tu comprennes que, bien que l'abandon te fasse mal, tu n'es pas obligé de t'abandonner toi-même. Cette vidéo est pour transformer ce coup émotionnel en discipline mentale, pour transformer le vide en clarté, pour que tu arrêtes de supplier des explications et que tu commences à construire de la force. Parce que le silence qui te dérange aujourd'hui sera demain l'espace où ton caractère renaîtra. Si tu es ici, c'est parce que tu as déjà compris que t'accrocher te détruit plus que lâcher prise. Alors respire, lève la tête et fais attention. À partir de ce point, tu n'apprendras pas à récupérer quelqu'un, tu apprendras à te récupérer toi-même. Fais une pause avant de réagir. Parfois, le cœur ressemble à une pièce remplie d'essence, et le moindre silence inattendu tombe comme une étincelle. Une seule étincelle, un message sans réponse, un changement d'attitude, un retrait soudain. Et tout de suite, tout en toi veut brûler. L'impulsion apparaît presque automatique, presque viscérale, presque désespérée. Mais c'est là que commence ta véritable différence. Non pas en réagissant, mais en arrêtant l'incendie avant qu'il ne commence. La pause est l'extincteur que peu de gens savent utiliser, mais qui sépare celui qui se maîtrise de celui qui se détruit. Le premier coup émotionnel que tu reçois quand quelqu'un t'ignore n'est pas le silence, c'est ton interprétation du silence. Ton esprit commence à sauter comme un animal acculé, inventant des possibilités douloureuses, créant des histoires qui n'ont même pas été confirmées, exagérant chaque détail. Et sans t'en rendre compte, ta réaction ne naît pas de la réalité, mais de ce que ton esprit imagine pour te punir. C'est pourquoi la pause est le premier acte d'intelligence émotionnelle. Ce n'est pas de la passivité, c'est une stratégie, c'est de l'autocontrôle. C'est le moment exact où tu te dis «
Je ne vais pas bouger jusqu'à comprendre ce que je ressens et pourquoi je le ressens. Chaque réaction impulsive te met en position de faiblesse. Lui écrire désespérément, demander ce que tu as fait, te justifier sans qu'on te le demande. Ce sont des mouvements qui ne naissent pas de l'amour, mais de la peur. Et tout ce qui naît de la peur te lie, te rend dépendant, te fait te perdre toi-même en essayant de ne pas perdre quelqu'un d'autre. La pause brise ce cycle. La pause te ramène à ton centre. La pause te rappelle qu'avant de répondre à quelqu'un d'autre, tu as besoin de te répondre à toi-même. Un stoïcien ne réagit pas impulsivement parce qu'il sait que ce qui se passe à l'extérieur ne définit pas son calme. Ce qui le définit, c'est sa capacité à observer sans se laisser submerger. C'est pourquoi, lorsque tu ressens cette impulsion de courir après quelqu'un, de réclamer, de demander de l'attention, arrête-toi. Respire profondément. Non pas parce que tu veux paraître fort, mais parce que tu as besoin de l'être vraiment. Une réaction émotionnelle est une confession de vulnérabilité envers la mauvaise personne. Quelqu'un qui s'éloigne n'est pas quelqu'un qui mérite de voir tes failles les plus profondes. La pause te permet d'analyser ce qui t'arrive avec plus de clarté. Ressens-tu de la colère, de l'anxiété, de la peur, de l'insécurité, de l'orgueil blessé? Chaque émotion a une origine et une intention, mais nous ne pouvons les comprendre que lorsque nous cessons de réagir comme si nous étions en guerre. La pause transforme le bruit interne en information utile. Elle te permet de te poser des questions inconfortables, mais nécessaires comme « Est-ce que je réagis à cette personne ou est-ce que je réagis à mes propres vides ?» Même d'un point de vue pratique, la pause joue toujours en ta faveur. Lorsque tu ne réagis pas, tu récupères ton pouvoir parce que tu ne donnes pas ton énergie à la situation. Tu ne te rabaisses pas, tu ne t'exposes pas, tu ne te précipites pas. Et dans cet espace de silence personnel, tu commences à te rappeler quelque chose de fondamental. Ta valeur ne dépend de la présence de personne. Ta stabilité n'a pas à trembler à cause des décisions des autres. La pause est un rappel que tu peux t'arrêter même si le monde ne le fait pas. Avec le temps, tu apprendras que le calme n'est pas de la lâcheté, c'est de la précision, c'est savoir quand agir et surtout quand ne pas le faire. C'est maintenir ta dignité même lorsque tes émotions te poussent dans la direction opposée. Parce que maîtriser ta réaction, c'est maîtriser ton monde intérieur. Et c'est la première leçon pour faire face à l'éloignement sans te briser. Avant de te déplacer vers l'extérieur, tu dois apprendre à t'arrêter à l'intérieur. 2. Utilise le silence comme une force. Le silence ressemble à un terrain vide au milieu d'une ville bruyante. Tout le monde veut l'éviter parce qu'il pense qu'il n'y a rien là, mais ceux qui osent marcher sur cet espace découvrent quelque chose que le bruit n'offre jamais, le pouvoir. Un type de pouvoir qui ne se crie pas, ne se vante pas et ne s'explique pas. Un pouvoir qui se soutient seul. Et même si cela fait mal de l'admettre, quand quelqu'un s'éloigne de toi, ce silence qu'il laisse peut devenir ton terrain d'entraînement le plus important. La plupart des gens interprètent le silence comme un abandon, une attaque, un signe que quelque chose ne va pas avec toi. Ton esprit commence à inventer des histoires. Sûrement, je ne lui importe plus. J'ai fait quelque chose. Il me remplace. Mais le silence de l'autre ne parle pas de ta valeur. Il parle de la sienne. Ce qui révèle vraiment ta valeur, c'est la façon dont tu réponds. Si ta réaction est de courir après, de chercher de l'attention ou de combler le vide avec désespoir, tu donnes du pouvoir. Si tu utilises ce silence pour te renforcer, tu récupères tout. Utiliser le silence comme une force ne signifie pas feindre l'indifférence. Il ne s'agit pas de jouer à être indifférent, ni de prétendre que tu t'en fiches. Il s'agit de ne pas réagir à partir de la blessure. Il s'agit d'observer sans sombrer. Il s'agit de comprendre que tout ce qui fait mal ne doit pas être résolu immédiatement et que toute absence n'exige pas une réponse émotionnelle. La force naît lorsque tu peux supporter le silence sans t'effondrer à l'intérieur. Le silence révèle aussi des vérités que le bruit cache,
quand l'autre personne n'est plus là, quand elle n'écrit pas, quand elle n'appelle pas, quand elle disparaît. Tu vois soudainement avec clarté ta dépendance, tes attentes, tes peurs et tes blessures. C'est inconfortable, mais c'est réel. Et le réel est toujours une opportunité. Parce que si tu arrives à affronter ce que ce silence te montre, tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te sentir complet. Dans le stoïcisme, le silence est un outil. C'est l'espace où tu écoutes tes pensées sans distorsions externes. C'est l'endroit où tu vois ta part de l'histoire avec une brutalité honnête. C'est le moment de te demander, est-ce que je réagis à l'autre personne ou à mes propres manques? Personne ne veut se poser cette question, mais celui qui le fait grandit. Celui qui l'évite se répète. Celui qui ose regarder sa vérité cesse de mendier des explications. Transformer le silence en force, c'est apprendre à être avec toi-même sans t'effondrer. C'est découvrir que ta compagnie n'est pas une punition mais une base. C'est te rendre compte que si tu peux te soutenir dans le vide émotionnel, tu peux te soutenir n'importe où. Et quand quelqu'un revient, s'il revient, il ne retrouvera pas une version fragile de toi, mais une version plus consciente et plus solide. Le silence te protège aussi. Il t'empêche de dire des choses que tu regretteras plus tard. Il t'éloigne des décisions impulsives. Il te permet d'analyser la situation avec un esprit clair. Et le plus important, il te donne le temps de voir qui tu es quand tu ne cherches pas de validation externe. Ce moment, cet espace, ce vide qui fait mal maintenant, peut être demain le point exact où tu as retrouvé ton identité. En utilisant le silence comme une force, tu envoies un message sans dire un mot. Je ne suis pas désespéré. Je ne dépends pas de ta présence pour être en paix. Je ne vais pas me soumettre à la fragilité émotionnelle juste parce que tu as décidé de te taire. Ce message n'est pas crié. Il vibre, il se perçoit. C'est une attitude interne qui transforme la façon dont les autres te traitent et surtout, la façon dont tu te traites toi-même. Le silence n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est l'impulsion nécessaire pour te réveiller. Et quand tu apprends à l'utiliser comme une force, tu découvres que tu n'as pas besoin de poursuivre quoi que ce soit pour retrouver ton pouvoir. 3. Observe tes émotions. Il y a des moments où le cœur se comporte comme une rivière après une tempête. L'eau déborde, coule avec force, emporte des branches, de la terre, tout ce qu'elle trouve sur son passage. Il en va de même en toi quand quelqu'un s'éloigne. Une tempête émotionnelle envahit ton esprit et ton corps, et tu as l'impression que rien n'est à sa place. Mais on ne contrôle pas une rivière en la bloquant avec les mains. On la contrôle en comprenant son cours, en observant son comportement, en la laissant couler jusqu'à ce qu'elle retrouve sa forme naturelle. Tu dois faire de même avec tes émotions. Tu ne peux pas les réprimer, les ignorer ou lutter contre elles. Tu dois les observer attentivement, sans te laisser emporter par elles. Quand quelqu'un s'éloigne, ta première réaction est émotionnelle, pas rationnelle. Ce n'est pas ta logique qui parle, c'est ta peur. Ce n'est pas ton calme qui agit, c'est ta blessure. Et si tu n'observes pas ces émotions clairement, tu deviens leur esclave. Tu commences à créer des histoires dans ta tête. Il ne doit plus se soucier de moi. Il a dû trouver quelqu'un d'autre. J'ai fait quelque chose d'impardonnable. Mais aucune de ces histoires n'est un fait, ce ne sont que des interprétations nées d'un esprit perturbé. C'est pourquoi observer tes émotions est l'étape la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. C'est t'asseoir face à ton propre chaos et dire « je vais te comprendre » avant de réagir. Dans le stoïcisme, observer les émotions ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ne pas se laisser contrôler par elles. C'est te permettre de ressentir la tristesse sans la transformer en désespoir. C'est accepter l'inconfort sans le transformer en autodépréciation. C'est reconnaître la douleur sans en faire ton identité. Parce que le problème n'est jamais de ressentir. Le problème est de laisser une émotion momentanée décider pour toi. Un esprit qui n'observe pas ses émotions réagit impulsivement. Un esprit qui les observe se renforce en les traversant. Quand tu prends le temps de regarder ce que tu ressens, tu commences à découvrir des choses qui étaient cachées sous la réaction initiale. Parfois, ce qui fait mal n'est pas l'absence de l'autre,
mais ce que l'absence éveille en toi: insécurité, dépendance, attente irréaliste, peur d'être seul, besoin de validation, blessures anciennes que tu n'as jamais soignées. Rien de tout cela n'a à voir avec l'autre personne, mais son silence agit comme un miroir qui te force à voir ce que tu évitais. Et même si cela peut te déranger, affronter ce reflet est le début de ta transformation. Observer tes émotions t'aide aussi à distinguer ce qui est une réaction du moment de ce qui est une vérité profonde. Souvent, tu ne manques pas la personne, tu manques ce que tu pensais que cette personne représentait pour toi. Ce n'est pas son silence qui te fait mal, c'est ton interprétation de ce silence. Ce n'est pas sa distance qui t'affecte, c'est la signification que tu as donnée à cette distance. Mais rien de tout cela ne peut être vu clairement si tu réagis immédiatement. Tu ne le vois que lorsque tu prends le temps de regarder en toi, sans filtre. L'observation émotionnelle est un acte de courage, car elle implique de faire face à des sentiments que tu préférerais ignorer. Elle implique de te poser des questions inconfortables comme « Quelle partie de moi s'active quand on m'ignore? Est-ce que je cherche la personne ou est-ce que j'évite mon propre vide? Est-ce que c'est l'éloignement qui me fait mal ou est-ce que c'est la perte d'une illusion ?» Chaque question ouvre une porte vers ta connaissance de soi. Chaque réponse te libère un peu plus de la dépendance émotionnelle qui te lie. Quand tu apprends à observer tes émotions sans réagir, tu reprends le contrôle sur toi-même. Tu cesses d'être prisonnier de chaque pensée qui traverse ton esprit. 4. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Parfois, la vie ressemble à tenir du sable entre les mains. Plus tu serres les doigts, plus il s'échappe rapidement. C'est l'erreur que beaucoup commettent quand quelqu'un s'éloigne. Essayer de retenir ce qui n'est plus là, forcer ce qui a perdu son chemin, s'accrocher à quelque chose qui, aussi douloureux que cela puisse être à accepter, ne t'appartient plus. Et plus tu exerces de pression, plus tu te fais mal. Le sable ne reste pas par force, il reste quand la main apprend à se détendre. Il en va de même pour les personnes. Il en va de même pour les situations que tu ne contrôles pas. La souffrance la plus profonde ne vient pas du silence, ni du rejet, ni de l'indifférence. Elle vient de la résistance interne, de cette lutte inutile dans laquelle tu essaies de changer ce qui est hors de tes mains. Tu veux des réponses, tu veux de la clarté, tu veux que l'autre personne recommence à agir comme avant, tu veux que tout soit comme tu penses que ça devrait être. Mais la réalité ne s'adapte pas à tes désirs, et le stoïcisme te frappe avec cette vérité. Tu ne contrôles rien en dehors de toi. Rien. Tu contrôles ton esprit, ton interprétation, ta réaction et ton comportement. Le reste ne te répond pas. Le reste ne t'obéit pas. Le reste suit son propre chemin. Quand tu restes accroché à l'incontrôlable, tu deviens prisonnier de tes propres attentes. Tu t'épuises en attendant des messages qui n'arrivent pas, des explications qui n'existent pas, des comportements qui ne dépendent pas de toi. Et dans ce processus, tu te perds. Tu te déconnectes de ta force. Tu deviens quelqu'un qui vit en fonction de ce que l'autre décide de faire, comme si ta vie était en suspens jusqu'à ce que cette personne réagisse. Mais tu n'es pas né pour vivre en fonction de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas ici pour te consumer émotionnellement en essayant de raviver ce qui est déjà mort. Lâcher prise n'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est reprendre le pouvoir. C'est accepter la réalité sans la maquiller. C'est te dire à toi-même, cela ne dépend pas de moi, donc je ne vais pas me détruire en essayant de le changer. Le stoïcisme ne te demande pas de te résigner, il te demande de la lucidité. Il te demande de différencier ce que tu peux transformer de ce que tu peux seulement observer. Quand tu comprends cette ligne, ton énergie revient à toi. Ta dignité revient à toi. Ta paix revient à toi. Lâcher prise est un acte de maturité émotionnelle parce qu'il implique de cesser de se battre contre des fantômes que tu ne vas jamais vaincre. Et même si cela peut sembler dur, souvent la vie te retire ce dont tu n'as pas besoin pour te rendre à qui tu as vraiment besoin, toi. L'absence de l'autre peut faire mal, mais elle ouvre aussi un espace pour ta clarté. Quand tu n'as plus de contrôle sur la situation extérieure,
La seule option réelle est de renforcer ton monde intérieur. Tu peux continuer à être obsédé par ce que tu ne peux pas bouger, ou tu peux bouger la seule chose qui est sous ton contrôle, ta façon de penser. Chaque pensée que tu choisis est une brique qui construit ta liberté ou ta prison. Lâcher prise est aussi un exercice d'humilité. C'est accepter que tu ne sais pas tout, que tu ne vois pas tout, que tu ne peux pas forcer la volonté des autres. C'est reconnaître que le monde ne tourne pas selon tes émotions. Et même si au début l'acceptation fait mal, comme une blessure ouverte, elle devient ensuite un soulagement. Parce que quand tu acceptes, tu arrêtes de te battre. Et quand tu arrêtes de te battre, tu respires, tu te reposes, tu deviens plus léger, tu deviens plus conscient. Et tu commences à marcher avec une tranquillité qui ne dépend de personne. En lâchant prise, tu découvres que le silence ne te tue pas. Tu découvres que l'indifférence des autres ne définit pas ta valeur. Tu découvres que la distance ne te brise pas. Tout cela ne t'affecte que lorsque tu essaies de le contrôler. Quand tu le lâches, il cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Lâcher prise ne signifie pas perdre. Cela signifie se libérer. Cela signifie laisser de la place pour ce qui t'appartient vraiment, ta croissance, ton autocontrôle. 5. Renforce ton autonomie. La vie, parfois, ressemble à une table soutenue par trop de jambes étrangères. Chaque personne qui compte pour toi devient un soutien, un point d'équilibre, une base qui te donne de la stabilité. Mais quand l'une de ces personnes s'en va, la table vacille. Et si la table tombe, ce n'est pas parce que quelqu'un s'est retiré, c'est parce que tu n'avais pas assez de jambes propres pour te soutenir. C'est la vérité inconfortable que peu de gens veulent affronter. C'est pourquoi, quand quelqu'un s'éloigne, ce n'est pas la fin. C'est le signe que tu dois construire plus de force intérieure. C'est le rappel que ta stabilité ne doit jamais dépendre d'une seule présence humaine. L'autosuffisance ne signifie pas te renfermer sur toi-même ou devenir de pierre. Cela signifie que ton bien-être ne peut pas être fragile au point de se briser quand quelqu'un décide de ne pas être là. Cela signifie que ta vie ne peut pas être un bâtiment qui s'effondre parce qu'une personne a fermé une porte. L'éloignement d'autrui fait mal, mais il révèle aussi combien tu dépendais émotionnellement de quelque chose d'extérieur pour te sentir en paix, en sécurité ou digne. Et cette révélation, bien qu'inconfortable, est une opportunité pour te renforcer. Il y a des gens qui, sans s'en rendre compte, vivent comme si leur énergie avait besoin de permission. Si quelqu'un les valide, ils se sentent bien. Si quelqu'un les ignore, ils s'effondrent. Si quelqu'un leur écrit, ils respirent. Si quelqu'un se tait, ils s'effondrent. Cette dynamique n'est pas de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. Et tant que tu dépends des autres pour te sentir complet, tu marcheras toujours avec peur, tu craindras toujours de perdre, tu vivras toujours à la merci de ce que les autres font ou ne font pas. L'autosuffisance brise ce cycle. Quand tu commences à construire ton autonomie, tu te rends compte de quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin que quelqu'un soit là pour maintenir ta stabilité. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te choisisse pour connaître ta valeur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te cherche pour te sentir vu. Ce dont tu as besoin est en toi, pas à l'extérieur. Et bien que cela puisse sembler répétitif, c'est une vérité que peu de gens pratiquent. L'éloignement d'autrui doit te pousser vers ton intérieur, pas vers le désespoir. Il doit t'amener à te demander quelle partie de toi était soutenue par quelqu'un d'autre au lieu de se soutenir elle-même. L'autosuffisance s'entraîne aussi, comme un muscle. Tu t'entraînes quand tu choisis de faire tes choses, sans attendre de compagnie. Tu t'entraînes quand tu profites d'une journée avec toi, sans avoir besoin de validation. Tu t'entraînes quand tu commences à reconnaître tes capacités sans chercher l'approbation. Tu t'entraînes quand tu décides que ton état émotionnel ne dépend pas du comportement de quelqu'un d'autre. Cet entraînement est lent, inconfortable et profond, mais c'est celui qui te libère de la dépendance émotionnelle. Être autonome ne te rend pas froid, il te rend libre. Il te rend quelqu'un qui peut t'aimer sans peur de perdre. Il te rend quelqu'un qui peut être avec les autres sans être attaché. Il te rend quelqu'un qui apprécie la compagnie mais qui n'en a pas besoin pour respirer.
Parce que la dépendance est une chaîne, et l'autosuffisance est la clé qui la brise. Quand tu ne dépends plus émotionnellement de personne, tes relations deviennent plus saines, plus réelles et plus conscientes. Tu arrêtes de t'accrocher par peur et tu commences à choisir en toute liberté. Le stoïcisme a une phrase implicite qui se répète en silence tout au long de ses enseignements. Ne mets pas ta paix dans les mains d'autrui. La paix qui dépend d'un autre sera toujours instable. La paix que tu construis en toi sera toujours tienne. Quand tu renforces ton autonomie, tu ne crains plus l'absence de personne. Tu ne souffres plus du silence d'autrui. Tu ne te mets plus à genoux émotionnellement pour que quelqu'un ne parte pas, parce que tu te tiens, tu te soutiens. 6. Choisis le silence conscient. Le silence ressemble à une porte entrouverte dans une pièce vide. Tu ne sais pas si le franchir te donnera du calme ou te confrontera à toi-même, mais il est clair qu'une décision doit être prise. C'est le genre de silence qui apparaît quand quelqu'un s'éloigne. Un silence inconfortable, lourd, qui te force à écouter tes propres pensées même si tu ne le veux pas. Et c'est ici que le point clé émerge. Tous les silences ne sont pas une punition. Certains sont un choix, certains sont une stratégie, certains sont une protection. Et tu as besoin d'apprendre à utiliser le silence à ton avantage. Le silence conscient n'est pas cesser de parler parce que tu es blessé. Ce n'est pas garder ses distances comme forme de manipulation. Ce n'est pas disparaître pour voir si l'autre personne réagit. C'est du silence impulsif, du silence réactif, du silence qui naît de l'insécurité. Le silence conscient est différent. C'est un silence que tu choisis pour retrouver ta clarté, ton énergie et ton pouvoir personnel. C'est la décision mature de ne pas répondre immédiatement, non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu ne veux pas agir à partir de la blessure. Lorsque tu choisis le silence conscient, tu introduis une pause stratégique entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Tu protèges ton esprit du chaos émotionnel. Tu observes la situation avec plus d'objectivité. Tu te donnes du temps pour voir si ce que tu veux faire naît de la dignité ou de la peur. Et cet espace, cette distance, c'est là que naît la force émotionnelle. Les gens réagissent comme si le monde allait se terminer s'ils ne répondent pas immédiatement. Mais le calme se construit précisément dans ce temps où tu choisis de ne courir après personne. Le silence conscient parle aussi pour toi sans besoin de mots. Il dit « Je ne suis pas désespéré, je n'ai pas besoin de mendier de l'attention, je ne vais pas me mettre dans une position inférieure juste parce que tu as décidé de t'éloigner. » La plupart ne comprennent pas cette idée parce qu'ils croient que le silence est toujours un signe de faiblesse ou de résignation. Non, le silence conscient est une déclaration de maîtrise de soi. C'est la façon la plus élégante et ferme de montrer que ta valeur ne dépend pas de l'interaction immédiate de quiconque. Le stoïcisme enseigne que chaque émotion qui te domine te rend esclave du monde extérieur. Et le silence conscient est précisément l'outil qui brise ce cycle. Il permet que ta réaction ne dépende pas de ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas. Il t'aide à ne pas tomber dans des conversations impulsives, à ne pas envoyer des messages inutiles, à ne pas exposer ta vulnérabilité face à une personne qui n'est pas prête à la soutenir. Le silence conscient te protège de toi-même et de ton propre élan destructeur. De plus, le silence conscient te permet d'observer l'autre personne sans filtre émotionnel. Quand tu te tais, tu vois plus clair, tu vois son niveau d'intérêt, tu vois sa cohérence, tu vois son respect, tu vois son intention réelle, parce que celui qui veut être là, reste. Celui qui veut parler, cherche. Celui qui veut clarifier, le fait. Et celui qui n'apparaît pas, t'a déjà donné la réponse que tu cherchais. Les gens se révèlent plus par ce qu'ils ne font pas que par ce qu'ils disent. Mais tu ne peux voir cela que si tu sais te taire. Si tu remplis chaque vide avec des mots, tu ne pourras jamais voir la vérité. Choisir le silence conscient est aussi un acte d'amour de soi. C'est te dire à toi-même « Ma paix vaut plus qu'une conversation précipitée ». C'est décider de ne pas entrer dans des dynamiques qui te volent de l'énergie.
c'est respecter ton espace émotionnel et surtout, c'est apprendre à te soutenir dans l'inconfort sans te briser. Parce que celui qui peut rester en silence sans s'effondrer a maîtrisé son monde intérieur. Dans la vie, la plupart utilisent le silence pour manipuler ou punir. Toi, tu vas l'utiliser pour grandir, pour renforcer ton caractère. 7. Retire-toi pour protéger ta paix. Parfois, la vie ressemble à une salle pleine de bruit où tout le monde parle en même temps. Peu importe combien tu essaies d'écouter ta propre voix, il y a toujours quelque chose qui la couvre. Quand quelqu'un te traite avec indifférence, quand sa distance commence à t'épuiser, quand son silence devient un bruit insupportable dans ton esprit, c'est exactement ce qui se passe. Ta paix se noie entre les attentes, les doutes et les pensées qui ne te laissent pas respirer. Et dans ces moments, se retirer n'est pas de la lâcheté, c'est de la survie émotionnelle. C'est revenir à un endroit où ton esprit peut de nouveau s'écouter. Les gens pensent que se retirer, c'est perdre, céder ou accepter que l'autre a gagné. Mais se retirer pour protéger ta paix n'a rien à voir avec l'autre. Cela a à voir avec toi, avec ta stabilité, avec ta dignité, avec ta santé mentale. Il y a des situations où rester ne fait qu'approfondir la blessure, parce que tu continues d'essayer d'obtenir quelque chose qui n'est plus disponible, une explication, une clôture, une réponse, un traitement juste. Mais quand une porte se ferme de l'extérieur, le pire que tu peux faire est de continuer à frapper de l'intérieur. Le véritable pouvoir est de te retourner et de marcher vers ton propre centre. Se retirer n'est pas disparaître en silence comme une punition. C'est reconnaître qu'insister dans un espace qui ne te valorise pas ne fait que te blesser. C'est comprendre que ton énergie est une ressource limitée et que tu ne peux pas continuer à la dépenser sur des personnes ou des situations qui la consomment sans te donner rien en retour. La paix est chère et ne mérite pas d'être négociée pour des miettes émotionnelles. Se retirer est un acte de respect de soi, presque un rituel interne où tu décides de ne plus jouer à un jeu où tu es le seul à parier quelque chose. Le stoïcisme enseigne que nous devons être là où notre vertu peut grandir, pas là où elle se flétrit. Quand tu restes dans un endroit où l'indifférence te fait douter de ta valeur, ta vertu s'use, ta clarté se brouille, ta stabilité se fragmente. C'est pourquoi se retirer n'est pas abandon, c'est alignement. C'est choisir un chemin où ton esprit peut se renforcer plutôt que de s'user. C'est te dire à toi-même, je ne vais pas continuer à me perdre en essayant de sauver quelque chose qui n'est plus vivant. Se retirer te montre aussi qui tu es sans interférences extérieures. Quand tu t'éloignes de quelqu'un qui te déstabilise, le vrai travail commence. Cette distance t'oblige à observer tes blessures, tes peurs, tes schémas. Elle te montre combien tu dépendais émotionnellement de l'attention de l'autre. Elle t'apprend que souvent, ce n'était pas la personne qui te faisait mal, mais la version de toi-même que tu créais quand tu étais près d'elle. C'est la partie la plus difficile à accepter, mais aussi la plus libératrice, car elle te permet de te reconstruire à partir d'une vérité plus solide. Protège ta paix comme si c'était ton territoire le plus sacré. Ne laisse pas le comportement de quelqu'un d'autre dicter ta stabilité. Ta paix est à toi, pas à celui qui décide de te parler ou de t'ignorer selon son humeur. Se retirer, c'est affirmer que tu ne vas pas vivre à la merci de l'incohérence de personne, que ton équilibre ne dépend pas de l'émotion de l'autre, que ta dignité n'est pas négociable. Les gens qui ne te valorisent pas pensent que tu seras toujours là. Quand tu te retires, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas jouer avec ta tranquillité sans conséquence. Le retrait révèle aussi ce que les mots ne peuvent pas. Celui qui t'apprécie vraiment te suit. Celui qui te valorise vraiment cherche à clarifier. Celui à qui tu importes vraiment ne te laisse pas partir sans explication. Et celui qui ne fait rien t'a déjà montré la vérité que tu évitais. Ton silence n'est pas une punition, c'est une limite. Ton retrait n'est pas une vengeance, c'est de l'auto-soin. 8. Transforme l'absence en croissance. L'absence ressemble à une pièce récemment vidée. Avant, elle était pleine de bruit, de mouvement et de présence, mais d'un moment à l'autre, tout devient silencieux.
Cet espace vide vous oblige à regarder les murs que vous ignoriez auparavant, à remarquer des fissures que vous ne voyiez pas, à reconnaître qu'il y avait du désordre caché sous le tapis. La même chose se produit lorsque quelqu'un part. L'absence éclaire ce que la présence cachait. Et bien que cela fasse mal au début, ce vide est un terrain fertile. Ce que vous faites avec détermine si vous vous effondrez ou si vous renaissez. La plupart interprètent l'absence comme une fin, comme une défaite, un rejet ou une perte irréparable. Mais le stoïcisme la voit comme un point de flexion, comme le début d'un nouveau chapitre où vous ne vivez plus vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Lorsque quelqu'un s'éloigne, un espace émotionnel reste qui peut vous affaiblir ou vous renforcer. Ce n'est pas l'absence qui détermine le résultat, c'est votre attitude envers elle. Et c'est ici que naît la différence entre ceux qui se consument pour ce qui n'est plus et ceux qui se transforment grâce à cela. L'absence est une information, un message clair qu'il est temps de se reconstruire. Transformer l'absence en croissance implique d'abord d'accepter ce que vous ressentez sans victimisation. La tristesse, la colère, la nostalgie et la confusion font partie du processus. Vous n'avez pas à prétendre que cela ne fait pas mal. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est rester coincé dans l'interprétation la plus sombre de la situation. L'absence de quelqu'un ne signifie pas votre manque de valeur. Cela signifie que l'histoire est arrivée à un point où la vie veut que vous changiez de direction. Rester coincé dans cette douleur, c'est renoncer à l'opportunité d'évoluer. Et vous n'êtes pas ici pour rester, vous êtes ici pour avancer. La croissance naît lorsque vous commencez à vous demander ce que cette absence révèle. Quelle partie de vous dépendait trop de la présence de l'autre? Quelles blessures internes ont été activées? Quelles croyances sur vous-même ont été exposées? Chaque réponse est un outil. Chaque reconnaissance est une nouvelle porte. L'absence fonctionne comme une loupe qui amplifie vos carences émotionnelles, mais aussi comme un miroir qui montre votre potentiel non développé. La croissance apparaît lorsque vous arrêtez de regarder vers l'extérieur en attendant une explication et commencez à regarder vers l'intérieur à la recherche de compréhension. Dans le stoïcisme, tout ce que vous ne pouvez pas contrôler devient du matériel pour votre développement personnel. L'absence s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Vous ne décidez pas qui reste ou qui part, mais vous décidez ce que vous faites avec l'espace qui reste après. Vous pouvez le remplir d'obsession, d'anxiété ou de recherche désespérée d'attention, ou vous pouvez le transformer en un sanctuaire de reconstruction émotionnelle. La deuxième option est celle qui vous transforme. Parce que lorsque vous apprenez à être avec vous-même sans vous effondrer, vous devenez plus fort que n'importe quel abandon. Transformer l'absence en croissance implique également de rediriger votre énergie. Tout ce que vous donniez vers l'extérieur revient maintenant à vous. Vous commencez à prêter attention à vos habitudes, vos objectifs, votre corps, votre esprit, votre but. Vous commencez à vous occuper de ce qui dépend de vous. Vous récupérez du temps, de l'espace mental et de la concentration. Vous arrêtez de vivre en attente de signaux externes et commencez à construire votre stabilité de l'intérieur.